Apprendre son histoire est un acte de résistance. Tu connais le code noir? What's up? She said, hey, baddies on my left, baddies on my right, many on the wrong, she's so beautiful. Est-ce qu'on t'a capé c'est for of Vindovae? Oui. L'article 2 stipule en plus, si on rajoute ça, c'est encore plus drôle, que l'esclave doit être baptisé et catéchisé. Alors c'est tout le paradoxe, parce que est-ce qu'une chaise va à l'église et est-ce qu'une commode va prier ou prendre des cours de catéchisme, si on suit leur raisonnement. En matière religieuse, l'article 10 prévoit même que l'esclave peut se marier, y compris avec son maître. Il sera alors affranchi, d'après l'article 9 de ce code noir, à condition que le maître soit consentant. Alors, il faut le dire, je le répète, les maîtres, c'est les colons. Ils font ce qu'ils veulent. C'est l'équivalent, en fait, du consentement parental pour les personnes libres. Inversement, un maître, je dis bien en théorie, ne peut pas contraindre l'esclave à une union s'il ne le souhaite pas. Par contre, dans le cas d'un VIOL, c'est autre chose. D'après l'article 11, selon les théories qui sont très françaises, le code noir ne donne absolument pas tous les droits au maître. Bon, quand j'entends ça, j'ai toujours envie de rire très fort. Ça dit même, vous savez, c'est les historiens français qui vous disent tout ça. Et ils les obligent même, ces fameux maîtres, en principe, à prendre soin de leurs esclaves. Ils sont tenus de les nourrir et de les vêtir, articles 22 et 25. Ils ne peuvent pas les abandonner sous prétexte qu'ils sont vieux, malades ou infirmes. Leurs esclaves ne leur sont plus utiles. Et s'ils le font, alors là, la loi prévoit qu'ils seront condamnés à payer 6 sols, c'est la monnaie de l'époque, par jour à l'hôpital public pour leur prise en charge. L'article 26 consacre même un véritable droit de plainte de l'esclave, qui a le droit d'aller voir le procureur général pour mauvais traitement, traitement barbare et inhumain, punition injustifiée. Mais je vous l'ai dit, j'ai écrit 3 livres sur la Guadeloupe. 1802, c'est la concentration du livre sur solitude, etc. Mais c'est aussi avant. Je peux vous assurer qu'en réalité, quand on lit mes livres, et les anecdotes véridiques sont des romans historiques que j'ai mis dedans, même un film d'horreur, mauvais, n'arrive pas à les égaler. Les colons français sont les pires du monde. Jeter des enfants vivants dans des fours parce qu'ils ont raté des gâteaux. Jeter des petites filles parce qu'elles sont handicapées d'une jambe. Si vous me connaissez, j'ai déjà raconté ces histoires. Elles sont dans mes livres. Car si l'édit de mars 1685 autorise, certes, le maître à fouetter son esclave avec des verges ou des cordes, c'est comme ça que c'est écrit, et à l'enchaîner, mais il lui interdit formellement de le mutiler ou de le torturer. Article 42. Et s'il le tue, il sera poursuivi criminellement. Article 43. Est-ce que c'est déjà arrivé? Jamais. Ce qui signifie qu'il encourt la peine capitale, finalement. Mais je vous le répète, ce n'est pas arrivé à ma connaissance. Si c'est arrivé, mettez-moi la source. L'esclave perd toujours. En allant se plaindre, il perd toujours. Et je précise, s'il peut encore marcher, ou s'il respire encore, parce que, en général, quand ça lui arrive, il est mort. L'édit prévoit 2 cas spécifiques, où un esclave, par contre, sera automatiquement puni de mort, et là, par contre, c'est appliqué. S'il frappe un maître, même comme ça, avec contusion, effusion de sang ou pas, au visage ou au corps, article 33, là, c'est simple, condamnation à mort immédiate. Lorsqu'il est condamné 3 fois de suite pour fuite, article 38, alors là, c'est pareil, condamnation à mort. Il peut s'échapper 1, 2, à la 3e fois on le tue. Sa sentence sera prononcée et exécutée par la justice royale. Là par contre c'est très expéditif. Le code noir n'institutionnalise pas une justice privée. Les colons, en théorie, ne font pas justice eux-mêmes. Mais nos chers colons, surtout en Guadeloupe et en Martinique, ont eu une vue très large, ou même à Saint-Domingue. Tu lèves la voix, on te tue. Tu lèves la main, on te tue. On te tue. Comment tu peux imaginer quelque justice que ce soit? On parle d'une affirmation du pouvoir royal, là? Non. Pas du tout. C'est très significatif. C'est-à-dire que les béquets d'aujourd'hui, leurs ancêtres, c'était la même chose, ils étaient entre eux en fait. Parce qu'on va te couper les oreilles, on va te couper le jarret en cas de récidive de fuite, on va te le couper. Et ça repousse pas. L'esclave qui a marronné sera marqué d'une fleur de lys sur les épaules. À droite, à gauche. Il n'y a que 2 épaules. C'est pour ça qu'à la 3e fois, on tue. La mise à mort, elle est le symbole même de la souveraineté, de l'application de ce code noir. Alors, ayez bien ceci en tête. La barbarie très française, elle n'est pas
répandu partout, même si ailleurs, vous avez des sociétés esclavagistes qui sont horribles. Mais le colon français à Saint-Domingue, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane, mais là je parle beaucoup de la Guadeloupe parce que c'est un sujet que je maîtrise bien. Faut vraiment avoir le cœur accroché. Moi j'ai pas mis d'horreur dans mon livre parce que je pouvais pas, sinon ça va être illisible. J'ai lu des choses, pourtant j'ai le cœur bien accroché. J'ai lu des gazettes, des archives. J'ai dû relire plusieurs fois pour accepter l'idée. On a des outils qui n'existent pas dans le Code noir, qui ont été créés par les colons pour torturer les captifs et pour des motifs futiles. On parle pas de quelqu'un qui, par exemple, est venu la nuit, il a tué votre enfant, etc. Non, t'as volé un fruit, t'as mangé de la canne sans autorisation, t'as bu. Avant qu'on te donne l'autorisation de le faire, tu t'es pas levé à temps, t'as pas répondu quand la cloche sonne. C'est ça, la réalité de l'application du Code noir dans les colonies.